Salut à tous. Alors Tel Aviv est une bulle qui flotte dans l'air, assez hermétique aux bourrasques qui secouent le monde, mais plus étrangement Israël. Tel Aviv est le paradis des chiens, des bobos, des gays. On y vote bleu-blanc. On est cosmopolite, on est artiste, on travaille dans la high-tech, on n'est pas religieux, on vit la nuit et on n'a pas de famille parce que les loyers y sont hors de prix. À Tel Aviv, on sent l'odeur de l'herbe en marchant dans la rue. On croise des militants anti-circoncision à l'entrée du Chouk à Carmel, à 2 pas des juifs pratiquants qui proposent aux passants de mettre leur téfiline. On a du mal à trouver un restaurant cachère et bref, on se sent à des années-lumière de la spirituelle Jérusalem. Pourquoi Tel Aviv, la ville blanche, est-elle à ce point déconnectée, différente de ce pays auquel elle appartient? Cette vision est-elle caricaturale? Avant d'en parler avec nos invités, on va regarder un court extrait d'un film culte d'Ethan Fox qui s'appelle The Bubble et qui est sorti en 2003 sur Tel Aviv. Emmanuel Richter, est-ce que vraiment à l'extérieur de Tel Aviv, c'est le bordel? Je pense que c'est le bordel, mais on ne le sent pas de la même manière. Je trouve que Tel Aviv, c'est un microcosme. On est un peu protégé de tout. Donc on ressent pas la même chose que ce qui se passe à l'extérieur. Et on peut le voir au quotidien dans situation sécuritaire, dans tout ce qui peut se passer. On est vraiment protégé à Tel Aviv. C'est vraiment mon sentiment. Emmanuel Richter, que je présente, wedding planner depuis 15 ans en Israël. Votre société Just Perfect, vous vous occupez notamment des touristes et des francophones. À votre droite, Judith Hassine, merci d'être là également. Vous donnez des cours de danse et de soins de Reiki. Vous nous expliquerez tout ça dans un instant. Vous êtes là depuis un peu moins de 3 ans en Israël. On parlera avec vous également. Et puis, à ma gauche, à la gauche de Eve, Ilan Drey, merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Vous aidez notamment les startups à créer le design de leurs produits. Et puis, vous investissez aussi dans les startups, notamment. On va parler de tout ça dans cette émission. Avec plaisir. Merci Alors, de nous avoir invités. Judith, avec plaisir. Judith, vous nous avez dit avoir déménagé à l'instant du nord de Tel Aviv à Florentine. Florentine qui est le quartier des artistes et des bobos. Et ça a été comme une deuxième aléa. Pourquoi ? Non, c'est une deuxième aléa parce que... Alors ça, c'est marrant parce que déménager en Israël, donc c'était la première fois, en plus avec des meubles. et alors tout le monde me disait, mais, que je disais que je déménageais, on me disait, mais Batzlacha. Et moi, je disais, ouais, bah ça va, c'est un déménagement, quoi. Parce que changer de quartier, c'est changer de vie. Je sais pas, il y a un truc ici avec le déménagement, tout le monde te dit, bon, bah, tu changes d'endroit, tu changes de mazal, c'est cool et tout. Et en même temps, bon, il y a une espèce de pression par rapport au déménagement, faut pas se faire arnaquer, faut choisir le bon déménageur. Et mais t'as déménagé de quartier, t'as senti, tu viens de nous dire qu'en fait, c'était une deuxième aléa pour toi. Je me sens dépaysée totalement. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que déjà, c'est parce que c'est la première fois de ma vie en Israël où je suis vraiment entourée que d'Israéliens, où j'ai une coloc israélienne, on parle en hébreu tout le temps, où je fais des études en hébreu, où vraiment je suis entourée que d'Israéliens. Donc ça, déjà, ça joue beaucoup. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie, tu crois? L'intégration, oui. Ça a quand même pris presque 3 ans pour créer ça. Ça parle en hébreu. C'est bien 3 ans. Ça prend du bon temps. rythme. J'aurais jamais imaginé ça, que c'était si international, que j'allais arriver, que tout le monde allait me parler en anglais tout le temps, qu'il y avait autant de Français. Je pensais que dès le début, j'allais être en immersion. Et c'est ça qui est fou, en fait, à Tel Aviv. C'est que tu l'es pas. Tu l'es pas spontanément, à moins d'être dans un cadre très précis de travail, ce qui n'était pas mon cas, puisque j'ai créé mon activité. Voilà, je vais pas monopoliser la parole. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'au nord de Tel Aviv, on est encore, il y a énormément de Français. Et qu'en allant à Florentine, qui est un vrai quartier bobo de Tel Aviv, qui est quasiment 100% composé d'Israéliens ou d'autres, mais il y a assez peu de Français là-bas, Florentine. Bah, Florentine, c'est quand même le côté qui reste encore très oriental de Tel Aviv. Je pense qu'il y a encore ce côté, qui est encore c'est un peu pourrave. Effectivement, c'est extrêmement bobo. Et c'est, du coup, moi, je ressens plus l'Orient, quoi. Je ressens plus l'Orient. Emmanuel, toi, t'es dans quel quartier? Moi, je suis dans le nord de Tel Aviv. T'es avec les Français. Oui et non. Enfin, je suis à Ramat Aviv et en fait, il y a un quartier de Ramat Aviv qui s'appelle le Gush Hagadol où, en effet, une très grande majorité, non, mais une très grande proportion de Français. Moi, je suis de l'autre côté de la rue, en fait, sur Ramat Aviv Hadasha, où là, je ne suis qu'avec des Israéliens, mais bon, j'ai toujours été comme ça aussi. Et mes enfants sont dans une école israélienne, tous leurs amis ne sont que israéliens, donc voilà, mais je suis vraiment dans le côté Israël, même si mon travail fait que je travaille avec une communauté francophone et des Français, pas que.
voilà, c'est vrai que il y a des quartiers comme ça, je trouve à Tel Aviv, très spécifiques français. Bograchov, c'est comme ça, le Gush Agadol. Mais ça n'empêche que Tel Aviv, il y a une unité quand même à Tel Aviv. Tel Aviv est une bulle compacte. Exactement. Même s'il y a plein de quartiers. En fait, il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Moi, l'état d'esprit de Tel Aviv, déjà, je trouve que c'est une ville très jeune. C'est-à-dire que ça fait une quinzaine d'années que je suis là. Quand je suis arrivé en Israël, j'étais pas encore marié. Et à Tel Aviv, je voyais pas d'enfants dans les rues. C'était que des couples ou des jeunes ou autres. Mais en tout cas, c'était beaucoup de très jeunes. Et je trouve toujours quand le soir on sort. Ça vit partout, en permanence, du matin jusqu'au soir, dans la nuit, c'est incroyable. Et donc, ça change un peu. Il y a le Tel Aviv jeune, et il y a de plus en plus le Tel Aviv familial, où des familles ou des jeunes couples avec enfants commencent un peu à apparaître dans tous les coins, même à Florentine, dans le nord, dans le sud, vraiment un peu partout. Et je trouve que ça change Tel Aviv depuis quelques années, c'est comme ça. Il y a une vraie attraction de Tel Aviv, c'est incroyable, il y a une attraction. J'ai vécu dans d'autres villes, mais c'est vrai que Tel Aviv a cette particularité je pourrais pas vivre ailleurs que Tel Aviv, je pense. Je pourrais même pas revenir à Paris, à mon avis. Ilan, tu pourrais vivre ailleurs? Oui. Il va se faire l'avocat du diable. Moi, je suis l'avocat du diable. Non, je pense que Tel Aviv est vraiment très éclectique. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment multiculture, mais ça se représente au niveau architectural et comme au niveau des gens. Et ce melting pot, c'est ce qui m'attire à Tel Aviv. Moi, je suis plus dans le quartier high-tech, à côté de Yigal Allon, où il y a toutes les sociétés cyber qui se sont réunies comme un consensus. Mais je vois de plus en plus des évolutions des mœurs, parce qu'on a commencé à créer à Beersheva, par exemple, un campus cyber. On investit dans la high-tech à Ashdod, Jérusalem, c'est Jérusalem, une ville de plus en plus high-tech. J'aide le Jerusalem Hub, qui aide aussi des entrepreneurs palestiniens. Il y a aussi à Haïfa, avec Intel et Google. Et de plus en plus, il y a des grosses compagnies qui débarquent en Israël. Et c'est sûr que Tel Aviv est une sorte de concentration de ces compagnies, mais de plus en plus, grâce à des facilités au niveau des taxes, ces sociétés se créent un peu partout en Israël. Et moi, je suis très prometteur. Je suis entièrement enthousiaste de voir les sociétés se créent, mais on ne peut pas téléporter l'ambiance qui règne ici. Au niveau de l'ambiance, c'est sûr que Tel Aviv est différent. C'est la fête, c'est 24 heures sur 24. Il y a des restaurants cachers. Il y en a peu, non? Non, les Français en amènent un petit peu. Mon frère religieux, donc à chaque fois, en fait, c'est comme un challenge de trouver les meilleurs restaurants. C'est ce que je dis, ouais. Et j'en ai découvert pas mal, donc je pourrais vous donner quelques. Il faut aller chercher. Il n'y en a pas beaucoup. Faut aller chercher. Faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Grâce aux Français, de plus en plus, il y en a. Ouais, c'est vrai. Ça se crée. J'ai dit, toi, tu pourrais vivre ailleurs? Venant de Paris, ça me serait difficile. Exactement. Très difficile. Le côté Paris, animation et tout ça, je ne sais pas s'il y a dans beaucoup d'autres villes cette ambiance. J'étais très surpris par Jérusalem, justement, qui a vraiment, au niveau culturel, très riche et très surprenant. À Haïfa aussi, il y a même culture française qui se développe énormément avec différents centres culturels. Et ça bouge, mais il faut simplement parce qu'on vit à Tel Aviv, parfois on n'arrive pas à voir ce genre de perspective. Parce qu'on reste dans Tel Aviv, tout se fait à Tel Aviv. Enfin, c'est l'impression que j'ai que tout peut se faire à Tel Aviv. Vous allez les uns et les autres dans les autres villes d'Israël, à part pour aller au Kotel, je sais pas, une fois par an. Vous allez à Jérusalem vous balader ou ouais? Moi, je travaille dans tout le pays, donc je fais aussi bien des événements à Tel Aviv, sa région, ça va jusqu'à Césarée, à Jérusalem, à Eilat. Vraiment, on va partout, au Kinneret. Donc, je vois pas l'aspect quotidien de ces différentes villes. C'est le contexte travail. Voilà, c'est le contexte travail. Donc, j'y vais vraiment pour des rendez-vous. Je fais des allers-retours. Parfois, je fais 2-3 jours sur place pour des événements. Mais donc, je vois pas le quotidien. Je parle avec les gens qui sont sur place. Mais c'est un autre état d'esprit. Et vraiment, quand je dis que je viens de Tel Aviv, il y a une démarcation naturelle qui se fait, mais c'est pas péjoratif, négatif, pas négative, pas du tout. Mais il y a Tel Aviv et j'ai l'impression qu'il y a le reste du pays. C'est vraiment l'image que j'ai, que je ressens.
bonne ou négative, mais en tout cas, c'est ce que Pour revenir sur Jérusalem, il y a le train qui est arrivé récemment, qui permet de se déplacer plus rapidement. Est-ce que ça a changé quelque chose et ça va changer les mentalités des Tel-Aviviens et des... Il y a un train à peu près à grande vitesse. Tu vis dans une bulle. Alors, Judith, mais il se prend où ce train? à Agana, la station Agana. Il y avait déjà un train. 32 minutes. Maintenant, ça va être rapide. Maintenant, ça va être rapide. 32 minutes, tu arrives à Jérusalem. Mais 32 minutes, il faut quand même que je prenne le bus pour aller jusqu'à la Tahana, puis après, il faut encore que je prenne un autre bus une fois que j'arrive là-bas. Voilà. Donc, selon vous, ça va rien changer aux relations. Je trouve que ça va pas changer grand-chose. Moi, je pense qu'au niveau justement des routes et des infrastructures en Israël, ils ont amélioré de façon incroyable. J'ai fait une émission qui s'appelle 90 secondes Out of Tel Aviv pour montrer justement qu'il y a de très belles choses à découvrir en dehors de Tel Aviv et parfois vraiment à 30 minutes, 40 minutes, tu te retrouves dans un autre endroit complètement spirituel ou désert où il y a des musées avec la plus grosse collection de Salvador Dali à Caesarea et il y a des trucs incroyables. Quoi. Je trouve pas que ce soit pas spirituel Tel Aviv, vraiment. Oui, non, je trouve qu'il y a beaucoup de spiritualité à Tel Aviv et que c'est très, très fort en énergie, justement. Oui, mais c'est pas la même spiritualité que tu as à Jérusalem. Pour moi, c'est vraiment deux esprits différents. C'est différent. Quand tu viens de diaspora et que tu viens vivre à Tel Aviv, tu sens quand même qu'il y a une charge beaucoup plus importante que dans plein d'autres pays. Non, ça c'est sûr. Mais moi, je le ressens personnellement. Parce qu'on c'est personnel aussi, on le ressent personnellement. Tu parles du judaïsme, du sionisme, de la spiritualité en général, parce qu'il y a des gens, et notamment je trouve que les Italiens, les Israéliens sont beaucoup plus spirituels que plein de gens dans le monde, même quand ils sont pas religieux. Ouais, et moi je dissocie un peu la religion et la spiritualité, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très 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 spirituel à Tel Aviv. Je suis entièrement d'accord. On est d'accord. Là-dessus on est d'accord. C'est un bon début. Cool. Alors comment vous, alors j'ai pas compris comment tu distingues cette spiritualité là d'une spiritualité qu'on peut trouver à Jérusalem? Emmanuel. Pour moi, la spiritualité de Jérusalem, elle est basée sur la religion. Je suis pas à l'aise à Jérusalem, pour être honnête. Quand j'y vais, c'est vraiment j'y vais pour le travail, mais je me sens pas à l'aise. Déjà, je me perds sans Waze. c'est mort. Pour moi, c'est des montées, des descentes en permanence. Donc, j'y vais que en voiture. J'oublie le train. Mais je pense que c'est une très bonne chose, le train. Ça va peut-être faire moins d'embouteillage. Mais il y a une vraie spiritualité et je me sens pas à l'aise. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand je suis à Jérusalem, dès qu'il y a une tension dans le pays, elle est concentrée sur Jérusalem. Et ça, je le ressens depuis toujours, depuis très jeune. On peut parler un peu de ça, du lien avec les Arabes israéliens à Yafo, donc Tel Aviv, dans ce vieux quartier de Yafo où vivent, j'ai pas en tête le chiffre, mais enfin, il y avait énormément d'Arabes israéliens et ça se passe très bien, merveilleusement bien. En Israël, à Jérusalem, beau lapsus, à Jérusalem, on sent la tension palpable dans les rues avec les Arabes israéliens. Pourquoi une telle différence ? J'ai l'impression, après c'est personnel, que les Arabes israéliens de Jérusalem, c'est pas les mêmes que les Arabes israéliens de Tel Aviv. C'est une erreur, sûrement. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Ça veut dire que, déjà, à Jérusalem, moi je vois toujours dans mon domaine, l'hôtellerie, le tourisme, les Arabes sont omniprésents. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va faire le travail qu'ils font. Ils sont très bons dans ce domaine. Et dans certains domaines, ils le sont. Pas toujours, mais ils sont en effet dans le service. Le service, ils sont très bons, il n'y a rien à dire là-dessus et tout ça. Mais dans tous les hôtels, soit les plus grands hôtels de Jérusalem, le Waldorf, le King David, tout ça, ce sont des Arabes qui gèrent à des niveaux élevés, avec des cadres et ce genre de choses. Et ils le font très bien. Tel Aviv, on n'a pas ça. On a aussi ça. Tel Aviv, dans les hôtels de Tel Aviv, en tout cas, moi, de ce que je vois, je ne vois pas d'Arabes israéliens placés à des niveaux élevés dans la hiérarchie, ce genre de choses. Mais on les voit présents. Oui, on va à Yafo. Moi, je travaille avec des salles à Yafo où les patrons sont des Arabes. C'est assez nouveau. Mais surtout, je parle en termes de vie quotidienne, d'échanges quotidiens. On ne sent pas la tension du tout ici. Et pourtant, je pense que c'est la mer. Je suis entièrement d'accord. Ouais, c'est ça la raison. J'avais créé aussi ma société InCode au début à Yafo, exprès pour justement montrer que les Arabes et les Juifs peuvent vivre totalement en cohabitation. Moi, je suis né à Haïfa, où les Juifs et les Arabes vivent totalement en cohabitation, et il n'y a pas de problème. Et on mélange aussi, parce qu'il y a des Arabes israéliens, il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes musulmans, il y a des Palestiniens, il y a des Druzes. Il y a Il y a chacun, mais l'amalgame, en fait, c'est de mettre les Arabes tous dans le même panier. Non, alors c'est juste parce qu'on dit beaucoup que Tel Aviv est une ville particulièrement tolérante, accueillante.
Est-ce que ça se ressent aussi dans cette relation? À Haïfa, parce que ma mère habite à Haïfa. Et j'ai ressenti la même chose à Beersheva et même à Jérusalem. Là, je suis allé il y a quelques jours voir Macron qui faisait pour la communauté française un événement. Et tout me sentait entièrement normal. Pour toi, Tel Aviv, c'est Israël, en fait. Israël et Tel Aviv a quand même cette facilité d'importer des startups israéliennes dans le monde. Et donc, on reconnaît que la capitale d'Israël au niveau des startups se concentre à Tel Aviv, même si mais la capitale elle se développe de plus en plus ailleurs. Elle se développe de plus en plus, et je vois même à Jérusalem, la capitale d'Israël, qu'on investit énormément d'efforts. Il y a un hub qui s'appelle Jerusalem Hub qui aide des entrepreneurs israéliens et palestiniens à travailler ensemble, à créer de plus en plus de startups. Et ça, c'est très beau à voir. Il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr que Tel Aviv, d'un point de vue du monde extérieur, est différente de toutes les autres villes. Moi, j'ai eu des amis de Bordeaux là, qui sont arrivés et ne connaissaient pas Kisaria. Ils ont découvert l'archéologie, le site qu'ils ont créé là-bas est incroyable. Ils ont découvert Haïfa. Ils ne connaissaient pas Haïfa. Donc, c'est sûr qu'on entend tout le temps dans les infos Jérusalem quand il y a de la merde, excusez-moi pour le mot, et Tel Aviv quand il y a une start-up qui réussit, comme Waze ou Wix. Une star qui vient faire un concert. Voilà. Ou la Gay Pride. La Gay Pride, ou Céline Dion qui débarque bientôt. J'aimerais revenir sur un sujet évidemment qui est au quotidien, qui nous tient à cœur, c'est le conflit israélo-palestinien. On le ressent moins, d'après vous, ici, à Tel Aviv, qu'à Jérusalem ou que partout ailleurs dans le pays. Comment vous ressentez ça, vous, en tant qu'habitant de Tel Aviv? Emmanuel? Moi, je vois la différence. Enfin, je me suis vraiment rendu compte de ça en 2014. Quand Israël a commencé Tel Aviv a commencé à recevoir des roquettes, ce qui n'avait jamais été le cas avant. Et la réaction de l'état-major et du gouvernement a été complètement différente, parce qu'on a déclenché Tzuk Eitan, alors que pendant des années, tout le sud du pays avait été touché. Il y a eu des opérations, mais pas de cette ampleur. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a touché Tel Aviv, on touchait le cœur d'Israël. Et pour moi, c'est vraiment significatif. Alors peut-être vous expliquer pour les auditeurs qui sont en France que les roquettes tombent sur les villes du sud, à partir du nord du Negev, quasi quotidiennement, et que ça devient le quotidien et que personne s'en soucie. Moins, en tout cas, c'est vrai. Donc on réagit moins fortement, on va dire. Et quand Tel Aviv est menacée ou est touchée, alors là, c'est branle-bas de combat général. Voilà. Vraiment, je l'ai ressenti en 2014. Et maintenant, on n'avait jamais vécu ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je me rappelle très bien la première roquette qui est tombée sur Tel Aviv, la première sirène, on était perdus. On était perdus. Je pense que même le Pikoud Haoref, c'est-à-dire le centre de commandement, n'était pas prêt à ça, et donc on n'avait pas eu de transmission des consignes. C'est-à-dire qu'on oublie, ça veut dire quoi? On oublie en fait, quand on oublie ce qui se passe. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des opérations militaires, et je vais reprendre mon exemple personnel, mais je me suis marié en 2006, l'année de la guerre au Liban, la deuxième guerre au Liban. Je me suis marié, j'ai eu quelques annulations, mais très peu, c'était en plein mois d'août. On n'a rien senti, quoi. Mes amis, ils ont eu un peu peur de venir, je les ai rassurés. La seule chose différente, c'est qu'on était à la plage, on voyait des hélicoptères passer toutes les 2 minutes, c'était la seule chose, mais on a continué à vivre, et on continue à vivre. Et je sais que à Otef-Haza et dans toute la région autour de Gaza, qui sont touchés en permanence, ils n'ont pas ce quotidien-là. C'est-à-dire qu'en permanence, ils doivent réfléchir où est-ce qu'il y a un miklat, où est-ce qu'il y a un abri à côté, et ils réfléchissent, c'est parce qu'ils ont très peu de temps, ils ont 40 secondes, 30 secondes pour aller s'abriter. On a 1 minute 30, c'est-à-dire que c'est beaucoup, mais voilà, mais... C'est sûr que l'on ne vit pas la même réalité. On ne vit pas la même chose, exactement. Ça, là-dessus, voilà, et c'est Tel Aviv. Mais ce qui est vrai, et ce qu'on ressent tous, c'est que la vie, elle continue pour tout le monde, que ce soit Tel Aviv, dans le sud, dans le nord, on continue à réagir de la même façon. C'est très important. C'est ne pas montrer la peur, justement. Continuer à danser, c'est notre force. C'est notre force. Quand il y avait les attentats à Dizengoff, le lendemain, ils ont fermé le café, mais un jour après, tout le monde sont revenus au café. Les bus ont continué, on nettoie avec le sel, on ramasse les morceaux et on continue la fête. C'est horrible de dire ça, mais c'est notre force, justement. On prêche la vie
et pas la mort. Donc, c'est très important, je pense. Judith, toi, quand tu as choisi la ville de Tel Aviv, tu as choisi Tel Aviv volontairement de venir ici. Tu avais ça en tête? Tu avais l'idée d'être un peu protégée du conflit ambiant? J'ai pas vraiment pensé à ça parce que je suis partie, alors pas à cause des attentats du Bataclan, mais je sais que ça est arrivé pas longtemps après et que les attentats du Bataclan m'ont vraiment ébranlé au plus profond. Et que ça faisait un moment, de toute façon, à Paris, en France, qu'on sentait que c'était de plus en plus triste, qu'il y avait une chape de plomb, que c'était... Je crois que le fait que ce se soit passé avant que je parte, j'aurais pu partir dans n'importe quel pays du monde, je me suis dit la sécurité est une chimère. Voilà, je me suis dit ça n'existe pas. Et c'est ce qui m'a donné du courage pour partir. Et je pense vraiment que ça n'existe pas. Après, je fais quand même une différence au niveau de la sécurité et des incivilités. Par exemple, j'ai encore de la famille en France, des amis. Ce qu'ils peuvent vivre là-bas, on ne le vit pas. Et je trouve particulièrement à Tel Aviv, il n'y a pas d'incivilité, il n'y a pas des gens qui vont vous arracher votre téléphone dans la rue. Moi, je n'irais pas me balader du côté de la Tahana Merkazit la nuit, par exemple. Oui, mais est-ce que ça C'est craint moins dangereux vraiment qu'on croit. Il y a mon ami Yoram Salamand qui habitait là-bas, il a fait une très belle émission sur ça. Et c'est un cliché aussi. C'est un cliché, exactement. C'est sûr mais c'est vrai qu'il y a la pauvreté, les Éthiopiens... Une jeune fille, elle est pas la tenter. Mais on voit quand même à Tel Aviv des filles qui peuvent se balader en maillot de bain en pleine rue et alors ça ne perturbe absolument personne. C'est pas partout, c'est vrai. À 4h du soir. Et à 4h du matin. Ouais. Alors qu'à Jérusalem, à se balader en maillot de bain, c'est compliqué. On va déconseiller. C'est compliqué. Mais je me sens plus en sécurité à Tel Aviv qu'à Paris, à Londres, à New York. Je suis revenu à New York, tous les 10 mètres, il y avait... Même New York, parce qu'on pourrait faire la comparaison entre Tel Aviv et New York. Enfin, il y a l'omniprésence de la police à New York. C'est ça. Contrairement à Tel Aviv, Tel Aviv, la police, mais c'est pas la même. Enfin, pour moi, c'est pas. On la ressent pas. C'est police des Dochot pour moi. Bon, on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Merci beaucoup. À bientôt.